Merci d'être là. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Frédérique Pellegrin, qui est maîtresse de conférences à l'université de Lyon 3. Alors, elle a une double casquette. Elle est à la fois spécialiste d'histoire de la philosophie du XVIIe siècle, donc des choses assez connues comme Descartes et Malebranche, mais elle est aussi dans cette veine spécialiste d'un auteur important de l'histoire du féminisme, c'est Poulain de la Barre. Poulain de la Barre, alors qu'un auteur qu'on est en train de redécouvrir après une période d'oubli, dont elle est la grande spécialiste en France. Elle a beaucoup écrit à son sujet. Vous trouverez à la librairie l'édition des textes de Poulain de la Barre qu'elle a réalisé. Il a peu écrit, donc il y a un volume, mais qui est un volume intéressant dans l'histoire du féminisme. Et puis vous trouverez aussi d'autres livres de Marie-Frédérique Pellegrin. Et puis sa seconde casquette, alors en travaillant sur Poulain, mais pas seulement, elle s'est aussi intéressée à une autre figure importante de femme philosophe au XVIIe siècle, la princesse Élisabeth de Bohême. Et donc plus largement, Marie-Frédérique s'est intéressée à la question des femmes et du féminisme au XVIIe siècle. Alors elle va nous parler de ça. On reste dans la thématique de ces rencontres de Sophie, bien entendu, mais on s'est dit que ça serait intéressant aussi d'avoir un peu d'histoire de la philosophie, d'histoire de la pensée. Et là, Marie-Frédérique est spécialement qualifiée pour ça. Ça permet un pas de côté, hein, ça permet de se rendre compte que les questions qui sont les nôtres aujourd'hui et dont nous avons l'impression qu'elles sont absolument nouvelles ont déjà, peut-être d'autres façons, été abordées dans les siècles précédents. Et puis, c'est le pari de l'histoire de la philosophie. Hein. On peut faire de l'histoire de la philosophie de façon historienne, ou on peut faire de l'histoire de la philosophie de façon pensante pour réfléchir sur notre présent. Donc c'est ce que Marie-Frédérique va nous présenter. Est-ce que la philosophie, c'est un monde d'hommes, hier comme aujourd'hui? C'est-à-dire un monde d'hommes au sens de ceux qui font de la philosophie, et un monde d'hommes au sens où, en réalité, quand on parle de l'être humain, on parle essentiellement des hommes. Voilà les deux aspects que je voudrais traiter. Donc, est-ce un monde d'hommes, de ces deux points de vue? Et puis, deuxième aspect, hier et aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que ça n'a pas vraiment changé? Ou est-ce qu'il y a un intérêt à se replonger dans ce qu'on appelle, nous, la période moderne, par opposition à la période contemporaine? Et vous l'avez déduit toute seule et tout seul, ben, je vais essayer de vous montrer qu'il se passe quelque chose d'intéressant et de spécifique au XVIIe siècle, du point de vue de cette problématique. Voilà. Il y a quelque chose d'important qui se passe à cette époque. Alors, voyons ça plus précisément. Quelle femme philosophe on connaît? Aucune. Enfin, je veux dire, on connaît peut-être Simone Veil parce qu'on a été au collège Simone Veil, et Hannah Arendt un peu parce qu'on en parle de temps en temps quand il y a des commémorations d'événements terribles, mais on n'en connaît pas. Et on n'en connaît tellement pas que quand vous regardez le programme de philosophie de terminale, ben, je vous ai affiché toute la liste des noms, et puis, femme oblige, j'ai entouré en rose les seules femmes philosophes, et vous voyez que, il n'y en a pas des milliers. Et la deuxième chose que vous voyez qui apparaît très nettement, c'est que l'ordre des philosophes qui sont au programme de HLP en France actuellement, programme réformé, où on a justement fait l'effort de mettre quelques femmes, c'est tout récent. Eh bien, toutes ces femmes, puisque c'est l'ordre chronologique, regardez, elles se situent au XXe siècle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'avant le XXe siècle, aucune femme n'a fait de philosophie? C'est la question, évidemment, qu'on va se poser, et vous vous doutez déjà de ma réponse. En effet, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on a fait des listes de femmes philosophes depuis très 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 longtemps. Donc si vous mettez en regard le programme de terminale de philo, cette première liste que je vous ai proposée, où les femmes sont vraiment très minoritaires, eh bien, je pense qu'il faut la comparer avec des listes de femmes philosophes qui apparaissent dès le Moyen-Âge. Vraiment le classique, c'est Boccace. Et à partir de là, on est au sein de ce qu'on appelle la querelle des femmes. Moi, j'adore pas cette dénomination, mais c'est pas notre objet aujourd'hui, peu importe. Eh bien, sous l'Ancien Régime, on fait constamment des listes, matrimoniales de philosophes. On fait des listes de femmes philosophes, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire garder en mémoire ces femmes,
et puis leur faire de la publicité, bien évidemment. Alors je vous ai mis quelques exemples. Moi, les deux du milieu, c'est ceux qui m'intéressent parce qu'on est vraiment dans ma période, c'est-à-dire le XVIIe siècle. L'ouvrage de Marguerite Buffet et l'ouvrage de Gilles Ménage. Mais je vous ai montré, d'une part, l'ouvrage classique de Boccace qui inaugure ce genre des listes de philosophes, pardon, d'une part. Et d'autre part, à l'autre bout de la chaîne, je vous ai mis Louise Marie-Madeleine Dupin. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il faut la connaître au moins parce qu'elle a un très beau château, elle avait un très beau château, le château de Chenonceau. Et puis aussi parce que c'est quelqu'un on est à l'époque des Lumières, elle est copine avec Montesquieu et autres, et elle décide de faire une espèce d'encyclopédie des femmes savantes. Donc elle réunit de la documentation à Chenonceau. On doit un peu s'ennuyer aussi, je pense, à Chenonceau au bout d'un moment quand on a fait le tour des jardins. Et elle commence à faire à recueillir des données sur tout un tas de femmes savantes d'hier et d'aujourd'hui. Et elle se fait aider pour cela par son secrétaire qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Et je ne sais pas s'il a été traumatisé, je pense qu'il a été traumatisé par le travail qu'elle lui avait confié, parce que quand on voit après ce que Jean-Jacques Rousseau dit des femmes, notamment dans la partie, le pendant de l'Émile qui est Sophie, hein, quand il éduque une femme en vue de se marier avec Émile, c'est à pleurer. Mais Madame Dupin, elle avait ce projet-là, il y a un manuscrit énorme, alors il y a des bons chercheurs maintenant qui sont en train d'éditer petit à petit ce manuscrit, et là je vous ai mis un exemple de page où on voit les annotations de Rousseau dans la marge. C'est un travail considérable, et Montesquieu, quand il a vu ça, il a commencé à écrire des horreurs sur elle, très très misogynes, et ils se sont un peu fâchés parce qu'une femme commence à faire une espèce d'encyclopédie à sa manière, visiblement ça ne lui a pas du tout plu. Donc, partir de ces listes matrimoniales qui montrent que des femmes philosophes ont existé depuis le Moyen-Âge et se sont développées dans le monde des lettres à l'époque classique. Donc ma thèse, vous le voyez, est la suivante. Peut-être que l'invisibilité, le fait que toutes et tous, on connaît quasiment aucune femme philosophe, peut-être que c'est pas parce qu'elles sont invisibles, mais parce qu'elles ont été invisibilisées. Hein. Évidemment, la différence entre les deux, elle m'intéresse parce que je suis historienne de la philosophie, donc ça m'intéresse de voir la dimension historique à cette invisibilité. Alors, je vais procéder en deux temps, hein, les sujets qui philosophent, et puis ensuite l'objet, le sexe comme objet philosophique. Premier moment, donc, les sujets qui philosophent. Je voudrais partir d'une notion qui a cours à l'époque moderne, qui est très populaire, c'est la notion de république des lettres. Les savants et savantes de l'époque se considèrent comme une république au-dessus des États. Vous savez comme moi qu'au XVIIe, on est dans une période très troublée, de guerres de religion, etc. On en sort juste, les États, il y a beaucoup de guerres en Europe à cette époque-là, et on est citoyen d'un État, enfin sujet d'un État. Mais les savants s'organisent en se disant, mais malgré nos différences de nationalité, de confession religieuse, il faut que la science continue à progresser et qu'on puisse dialoguer entre nous malgré ces différences-là. Et ils ont constitué ce concept de république des lettres, c'est leur république à eux. Il y a une chose publique commune, la volonté d'échanger des connaissances et de savoir, et donc ils décident, si vous voulez, de composer leur propre nation. Alors si je regarde ce petit extrait tiré de Bonaventure d'Argonne, qui est un littérateur, qui raconte un peu la vie culturelle de son époque, eh bien ce qui m'intéresse, je l'ai mis en gras, vous en doutez, regardez, cette république, elle est composée de gens de toute nation, de toutes conditions, de tout âge, de tout sexe, on y parle toutes sortes de langues vivantes et mortes, les arts y sont joints aux lettres, et les mécaniques y tiennent leur rang. Voilà la république des lettres de l'époque. Donc, ce que nous dit Bonaventure, c'est que on peut être une femme dans cette république des lettres. Donc c'est un point de départ qui évidemment m'intéresse. Alors comment fonctionne-t-elle? J'ai pris un exemple que je tire de la correspondance de Descartes. Descartes a écrit le discours de la méthode, suivi des essais scientifiques de la méthode, qui sont, il ne faut pas l'oublier, le plus important du discours de la méthode pour lui, parce que c'est des petites bombes atomiques, c'est la science nouvelle, c'est des échantillons incroyables, tant ce qui est dit est neuf et important. Il envoie tout ça à tout un tas de savants de la République des lettres par-delà les frontières, et il l'envoie notamment à Huygens. Et dans une lettre, regardez ce qu'il dit. Vous m'obligeriez infiniment, si vous prenez la peine de les lire, de marquer ou faire marquer vos corrections à la marge, et de me permettre après de les voir.
que si Madame de Zulichen, c'est-à-dire sa femme, il voulait aussi joindre les siennes, je le tiendrais à une faveur inestimable. Et je croirais bien plus à son jugement qu'à celui de beaucoup de philosophes qui souvent est rendu par art fort mauvais. Je ne tire déjà pas peu de vanité de ce qu'elle a daigné écouter quelque chose des météores. Et en fait, moi, ce que je veux commenter avec vous, c'est le tableau. Ce tableau, je trouve incroyable. Parce qu'en fait, c'est quand même... On sait tous qu'en fait, derrière les savants, il y a des savantes. Et notamment, il y a des collaborateurs de savants. Les femmes, elles préparent la documentation. Il y a de très belles études de Françoise Vaquet là-dessus, de tous les intellectuels des origines à nos jours. Mais là, Anne de Bar-le, elle est tellement importante qu'elle est sur le tableau. Vous voyez, il y a le docte devant avec sa robe noire, mais il y a sa femme qui monte sa petite tête à côté et qui, je trouve que ce tableau exemplifie bien que c'est un couple d'intellectuels et qu'elle lit tout autant que lui les livres et les correspondances savantes dont il est le destinataire. Donc, la question devient... si cette République des lettres est mixte, j'ai donné un petit exemple là, anecdotique, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelques femmes philosophes de ci, de là, ou pas? Pendant très longtemps, quand j'ai commencé à m'intéresser aux femmes philosophes, je me suis dit que ça devait être des femmes exceptionnelles et rares. Je suis partie sur l'hypothèse de la rareté. Je vais bien en découvrir 2-3. Et en fait, c'est une hypothèse qui est complètement fausse. Elles sont très nombreuses. Là, je vous ai mis les couvertures de 2 livres classiques qui le montrent très bien, le livre de Linda Timmermans et le livre de Weiss, parce qu'en fait, elles sont très nombreuses à l'époque moderne. Et donc, il ne faut pas partir de cette idée d'exceptionnalité qui est une idée erronée. Poulain de la Barre le confirme. Je lis. « Combien y a-t-il eu de dames? Et combien y en a-t-il encore qu'on doit mettre au nombre des savants si on ne veut pas les mettre au-dessus? Le siècle où nous vivons emporte plus que tous les siècles passés. Et comme elles ont égalé les hommes, elles sont plus estimables qu'eux pour des raisons particulières. Il leur a fallu surmonter la mollesse où on élève leur sexe, renoncer au plaisir et à l'oisiveté où on les réduit, vaincre certains obstacles publics qui les éloignent de l'étude et se mettre au-dessus des idées désavantageuses que le vulgaire a des savantes, outre celles qu'il a de leur sexe en général. Elles ont fait tout cela. Et soit que les difficultés aient rendu leur esprit plus vif et plus pénétrant, soit que ces qualités leur soient naturelles, elles se sont rendues à proportion plus habiles que les hommes. Notre siècle, dit Poulain, n'a jamais... C'est dans notre siècle qu'il y a le plus de savantes. Voilà. Et c'est l'hypothèse, à mon avis, qu'il faut considérer comme valide. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ce recul? Pourquoi on les voit de moins en moins plus le siècle avance? Je vous propose quelques petites hypothèses. Il y en a d'autres. Je vous en soumets une ou deux dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui. La première catastrophe pour les femmes savantes du XVIIe siècle, c'est l'institutionnalisation de la science. À partir du moment où on a fondé des académies, eh bien, les femmes, évidemment, n'ont plus eu droit de citer dans la République des lettres institutionnelle. En effet, la plupart des académies sont non mixtes, pas toutes. Et ça dépend des pays. Par exemple, en Italie, il y a beaucoup d'académies qui sont mixtes. Mais en France, les académies de province, si vous voulez être à l'académie de peinture ou à l'académie équestre, ça va encore. Dans certains endroits, vous pouvez être une femme. Mais les grandes académies parisiennes, elles sont non mixtes, comme vous le savez. Donc en fait, l'institutionnalisation des savoirs a été une catastrophe pour les femmes. On le voit très bien par différents exemples. On voit des cercles savants qui sont mixtes, et dès l'instant où une académie est créée, qui entre à l'académie? Tous les membres masculins du salon ou du cercle précédent, et puis les femmes, évidemment, elles restent à la porte. Alors on peut donner plusieurs exemples. J'ai choisi un exemple anglais pour ne pas rester strictement franco-française. C'est celui du Hartlib Circle jusqu'à la naissance de la Royal Academy. C'est-à-dire que Catherine Boyle et son frère Robert Boyle, eh bien, ils ont longtemps vécu dans la même maison et ils faisaient de la science ensemble. C'était vraiment un couple de chercheurs, frères et sœurs. Et puis quand la Royal Academy a été fondée, eh bien Catherine Jones, évidemment, elle n'y est pas entrée.
Tandis que tous les gens qui collaboraient avec eux et qui étaient de sexe masculin se sont déportés vers la Royal Academy. Donc c'est vraiment tout à fait frappant. On pourrait donner comme exemple français les Scudéry. Madeleine de Scudéry, qui est une précieuse très connue à cette époque, eh bien son salon, c'est vraiment le salon intellectuel, c'est dans ce salon que les statuts de l'Académie française sont discutés et élaborés. Sauf qu'au moment de décider si c'est mixte ou pas, la décision a été prise que ce soit non mixte, l'Académie française. Donc elle est restée dans son salon, et son frère, dont elle a écrit la plupart des bouquins quand même, il est parti à l'Académie française. Et c'est en Italie qu'elle va être reconnue et admise à l'Académie de Padoue. Mais vous voyez, c'est tout à fait frappant. Donc l'institutionnalisation du savoir est un grand recul pour les femmes, parce que les lieux savants institutionnels ne sont pas mixtes en général. Poulain le corrobore, regardez un nouvel petit extrait. Il parle des scientifiques, il fait une espèce de généalogie de la science qui d'ailleurs est très très drôle, parce qu'il dit pour faire de la science, il faut avoir rien à faire. Donc en fait, les premiers savants, c'était des prêtres égyptiens. Donc ils n'avaient pas grand-chose à faire de leur journée. Puis ils ont commencé à regarder le ciel, à dire « Ah tiens, c'est marrant » et tout, et élaborer des hypothèses. Et après, ils ont partagé leurs hypothèses, et les gens se sont dit « Waouh, qu'est-ce qu'ils sont incroyables ! Comment ils ont pu déduire ça ?» Et ils se sont rendus compte que le savoir était un pouvoir immense. Puis là, ils se sont dit « Mais tiens, on n'a qu'à se faire payer, on va demander des aumônes, etc. » Bon, c'est une généalogie très marrante qui mêle le savoir et la religion. C'est assez drôlatique. Alors ces savants, ces premiers savants, lorsque plusieurs en furent imbus des sciences, ils s'assemblèrent en certains lieux pour en parler plus à leur aise. Chacun disant ses pensées, les sciences se perfectionnèrent. On fit des académies où l'on n'appela point les femmes, et elles furent de cette sorte exclues des sciences comme elles l'étaient du reste. Hein, vous voyez, il rend bien compte de ce que je viens de décrire, beaucoup moins bien que lui. Et puis, il y a d'autres facteurs, il y a des facteurs sociaux. Regardez l'extrait suivant du même auteur. Il parle des femmes, évidemment, des femmes savantes. La contrainte dans laquelle on les retenait n'empêcha pas que quelques-unes n'eussent l'entretien ou les écrits des savants. Elles égalèrent en peu de temps les plus habiles. Et comme on s'était déjà forgé une bienséance importune, les hommes n'osant venir chez elles, ni les autres femmes s'y trouver, de peur qu'on en prît ombrage, elles ne firent point de disciples ni de sectateurs, et tout ce qu'elles avaient acquis de lumière mourait inutilement avec elles. J'adore cette dernière phrase. Le problème des femmes savantes, c'est qu'elles n'ont pas de disciples, c'est qu'elles ne font pas de disciples, puisqu'elles n'ont pas de lieu où elles peuvent enseigner leur science, et leur savoir meurt avec elles. J'aime bien cet extrait, même s'il est un peu solennel. Donc voilà un premier élément qui me paraît important, c'est-à-dire que au fond, les lieux d'expression pour les femmes savantes sont rares. Si j'avais beaucoup plus de temps, je devrais développer précisément le point de l'édition. C'est-à-dire, si je suis une femme savante au XVIIe siècle, comment je fais pour me faire connaître ? L'université n'est pas mixte, les institutions savantes ne sont pas mixtes, les salons, c'est de la culture orale, donc rien n'est écrit, tout se perd après avoir été dit. La seule solution, c'est de publier. Et là, les règles de publication pour les femmes sont très très contraignantes à l'époque. Il faut des mentors, il faut de l'argent. Et puis quand votre nom est sur la couverture, si c'est un nom féminin, souvent vous n'allez pas vendre. Donc il y a des grandes... les femmes essayent de contourner les choses par du pseudonymat, de l'anonymat, etc., etc. Il y a tout un tas de stratégies, mais qui sont des stratégies un peu désespérées. C'est des stratégies de contournement. C'est pas comme ça qu'on peut faire des disciples vraiment et faire école. Voilà. Donc la deuxième hypothèse, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en vous faisant rapidement le résumé de la généalogie de la science selon Poulain de la Barre, c'est que en fait les savants savent bien que le savoir c'est un pouvoir et que tout pouvoir on n'a pas tellement envie de le partager. Et ça c'est une erreur très 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 grave pour Poulain. Pourquoi ? Parce que justement la science c'est le seul type de trésor qui ne se démonétise pas quand il passe de main en main. Les pièces, quand elles passent de main en main, elles s'usent. Puis à la fin, il n'y a plus beaucoup de la pièce
hein, si elles sont passées entre trop de mains. Et Poulain dit, mais le savoir, c'est un trésor aussi, mais c'est un trésor qui ne s'use pas. C'est un trésor, au contraire, qu'il faut partager, faire circuler le plus largement possible, parce que à chaque fois, on a des pièces en plus. C'est le contraire, vous voyez, de la monnaie qui circule selon Poulain. Donc, il faudrait penser le savoir non pas comme un trésor qui nous donne du pouvoir et qu'on veut garder tout pour soi, mais au contraire comme un trésor qui va se démultiplier au fur et à mesure qu'il circule. Troisième hypothèse, ben, quand même, hein, il faut le dire, et très clairement, la misogynie savante. Alors, ce qui est important pour moi, c'est l'adjectif. C'est-à-dire que, là je suis toujours la lecture de Poulain concernant les savantes de son époque. Les savants, dit-il, ont une responsabilité énormissime dans l'exclusion des femmes de la philosophie. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est eux qui donnent le là idéologique d'une société. Et donc, si les savants sont misogynes, ben, le vulgaire se dit... Ils en connaissent beaucoup plus que moi, donc ça doit être vrai. Regardez l'extrait, non, je n'ai pas mis d'extrait, donc on va passer à une femme, en effet, qui va le dire encore mieux qu'un homme. C'est Marie de Gournay. Qu'est-ce que c'est que la misogynie savante? Alors moi, ces deux petites phrases-là, je les adore, parce qu'elles me paraissent résumer des choses que j'ai souvent vécues en colloque. Marie de Gournay, on la connaît sous la dénomination de fille d'alliance de Montaigne. C'est une très grande savante du XVIIe siècle qui a découvert par hasard les essais de Montaigne, qui a été éblouie par ce livre, qui a écrit à Montaigne, qui a dit on doit se rencontrer, on doit discuter. Ils sont devenus amis, ils sont restés des semaines ensemble à discuter. Et Montaigne, dans son testament, demande à ce qu'elle soit l'éditrice de la dernière version des essais. C'est quand même incroyable comme manière d'adouber quelqu'un dans le monde des lettres. Là, pour le coup, Marie de Gournay, elle a eu un vrai mentor en la personne de Montaigne. Et elle est l'éditrice de l'édition posthume de Montaigne, ce qu'elle a fait avec un soin incroyable. C'est un travail d'édition incroyable, traduction de tous les passages en langue étrangère, ajout de toutes les notes de Montaigne, etc. Et puis, contrôle jaloux des privilèges pour pas qu'il y ait d'édition pirate, qu'il n'y ait pas de mauvaise édition du texte. Enfin, tout ça sur 20 ans, c'est un travail absolument remarquable. Par ailleurs, c'est une touche à tout qui a écrit dans beaucoup de domaines de la philosophie, beaucoup de philosophie morale, beaucoup de philosophie politique, et puis un traité féministe fondamental qui s'intitule « De l'égalité des hommes et des femmes ». Bon. Et alors, regardez ce qu'elle raconte. De quelle injuste façon le sexe féminin est-il ordinairement traité, je vous prie, aux conférences, autant qu'il s'y mêle? Et suis si peu, ou pour mieux dire si fort glorieuse, que je ne crains pas d'avouer que je le sais de ma propre expérience. Eussent les dames les raisons et les méditations de Carnéade, il n'y a si chétif qui ne les rembarre avec approbation de la plupart des assistants, quand, avec un sourire seulement, ou quelques petits branlements de tête, son éloquence muette aura dit « c'est une femme qui parle ». Donc on voit que c'est une expérience qu'elle a rencontrée. Hein. Déjà, les femmes n'osent pas trop aller dans les conférences. Donc dans les conférences, autant qu'ils s'y mêlent, eh bien voilà ce qui se passe de manière générale, dit Marie de Gournay. Donc effectivement, il y a une misogynie savante qu'elle a éprouvée tout au long de sa carrière d'intellectuelle, pour utiliser un terme totalement anachronique, et c'est confirmé donc par cet extrait de Poulain qui fait le lien entre misogynie savante et misogynie vulgaire, et qui insiste sur le fait que c'est à la misogynie savante qu'il faut s'attaquer, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est eux qui donnent les valeurs communes en ce domaine comme en d'autres, à une société. Ce qui confirme le vulgaire dans la pensée qu'il a des femmes, c'est qu'il s'y voit appuyé par le sentiment des savants. Ainsi, la voix publique de ceux qui dominent par la créance, s'accordant au désavantage des femmes avec certaines apparences générales, il ne faut pas s'étonner de les voir si mal dans l'esprit des personnes simples et sans lumière. Et il arrive en cela, comme en une infinité d'autres choses, que l'on se fortifie dans un préjugé par un autre. Hein, donc effectivement, il y a une porosité des valeurs du savant vers le vulgaire qui est tout à fait dommageable.
c'était mon premier point. Est-ce que je suis dans mes temps? Oui, Oui. tranquillement. J'aurais dû faire tout mon petit truc sur les manières d'être édité quand on est une femme à cette époque. Je pensais que j'aurais pas le temps. J'attaque mon second moment. Donc, on a vu qu'il y a des femmes philosophes à l'époque moderne, que au cours du siècle, on observe un recul de leur visibilité, pour des raisons dont j'ai donné certaines, hein, il y en a d'autres bien sûr, mais pour des raisons qui vont toutes dans le même sens, hein, cette invisibilisation progressive. Et mon second point, il concerne le sexe de la philosophie, non plus du point de vue des gens qui font de la philosophie, mais du sexe comme objet philosophique. Je m'appuierai sur une conception très sommaire du sexe et du genre. Je n'ai pas le temps de travailler vraiment ces deux concepts qui ont beaucoup évolué et qui sont maintenant très très intéressants justement à travailler en eux-mêmes, en vous proposant de donner la définition à sexe, celle de sexe biologique, enfin de comprendre le sexe comme sexe biologique tout simplement, et genre comme représentation sociale des sexes. Je m'excuse de ce caractère un petit peu grossier de la différence que je ferai entre sexe et genre. Elles ont encore une fois bien évolué. Et je voudrais insister sur deux points là que vous voyez s'afficher. D'abord, faire un petit état des lieux au début du XVIIe siècle, et puis après voir ce qui pour moi est un moment très important, qui est le moment cartésien dans la représentation du sexe et du genre. Donc, premier point, du modèle unisexe au modèle bisexe, les femmes toujours inférieures aux hommes. La philosophie a toujours parlé du sexe féminin. Les médecins, les philosophes se sont toujours intéressés à ce sujet, mais étant la plupart du temps des hommes, ça a donné des choses qui sont quand même assez redoutablement bizarres. Regardez ça par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de cette planche anatomique du sexe féminin? Pour moi, c'est pas un sexe féminin, ça. Bon, donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle unisexe, d'accord, que Thomas Laqueur, hein, je vous ai mis les couvertures de la version anglaise et française de son bouquin tout à fait classique, dit. C'est le modèle unisexe. C'est l'idée qu'en fait, les hommes et les femmes, du point de vue des organes sexuels, c'est la même chose, mais inversée. Ovaire, testicule, vagin, pénis. Et là, vous avez une planche anatomique d'une femme, bon. Moi, ça me fait penser à autre chose, mais bon. Donc, ça, c'est le modèle unisexe. Et c'est mieux quand c'est descendu pour tout un tas de raisons, mais vous voyez, c'est un peu la même chose, inversé. Ce modèle unisexe, c'est le modèle qui est dominant à l'époque renaissante, qui a encore cours au XVIIe siècle, et auquel va se substituer un autre modèle, qui en fait est beaucoup plus redoutablement excluant pour les femmes et misogyne, qui est le modèle bisexe. C'est-à-dire que petit à petit, et un auteur qu'on affectionne beaucoup, Denis et moi, Malebranche, n'y est pas pour rien, petit à petit, on va considérer qu'en fait, les deux sexes sont vraiment complètement différents. Ce n'est pas une question d'inversion. C'est vraiment deux choses différentes. Et le théoricien de cela, en fait, c'est Rousseau. Rousseau, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y ai fait allusion, lisez l'éducation d'Émile, puis ensuite lisez la plus petite partie sur l'éducation de Sophie, qui est destinée à épouser Émile. Déjà, voilà, on l'éduque pour épouser quelqu'un, quoi. Et la différence est vraiment tout à fait incroyable, en fait, philosophiquement. Donc, en fait, l'état des lieux à l'époque que je considère, c'est ce modèle dominant unisexe, mais qui est en train petit à petit d'être concurrencé par un modèle bisexe. J'expliquerai la responsabilité de Malebranche en toute fin avec un petit extrait dans ce passage d'un modèle à l'autre. Ça, c'est la thématique générale. Et puis, comme vous le savez peut-être aussi, quand on parle de sexe masculin et féminin à l'époque moderne, en réalité, on s'appuie en gros sur Hippocrate et Galien. Hippocrate et Galien, c'est pas la même chose, mais en gros, les points communs, c'est qu'il y a des différences de tempérament et d'humeur considérables entre les hommes et les femmes, et que ça détermine tout leur comportement. Parce que le corps, en fait, que ce soit chez Hippocrate ou chez Galien, le corps, il est entièrement sexué. C'est ça l'idée. Alors, je voulais vous présenter un exemple rigolo.
mais je ne sais pas si j'ai trop le temps de développer, je ne sais pas si vous connaissez cette thématique, et ça vient de l'Antiquité, c'est l'idée que dans l'Antiquité, beaucoup de médecins ont défendu l'idée que les femmes ont un organe spécifique, l'utérus, qui se balade dans le corps. C'est l'hypothèse de l'utérus mobile. C'est-à-dire qu'en fait, l'utérus, ce n'est pas un organe qui reste à sa place, c'est un organe qui, selon les humeurs de la femme, se balade partout dans le corps. Parfois, il s'étend, donc elle est complètement hystérique. Hystérique, ça vient de utérus, hein. Donc là, voilà, c'est l'hystérique. Parfois, il est contracté, et d'où des remèdes médicaux absolument horribles, où il faut mettre des fumigations dans le vagin pour que l'utérus se recontracte et revienne à sa place, enfin des trucs abominables. Les maltraitances gynécologiques, ça ne date pas d'hier. Et cette hypothèse de l'utérus mobile, elle montre, vous voyez, à quel point on peut fantasmer le corps féminin à cette époque. Alors là, j'ai pris du Platon, enfin j'ai pris des auteurs antiques, mais à l'époque que je considère, vous avez encore des gens qui défendent des thèses analogues. Donc ce à quoi je voulais vous rendre sensible en faisant ce petit détour par la thématique de l'utérus mobile, c'est au fait que la médecine et donc la philosophie, l'anthropologie, c'est-à-dire la science de l'être humain au XVIIe siècle, elle est largement tributaire, évidemment, des anciens. On reste globalement dans ce modèle-là. Et c'est à ce point-là de ma démonstration que je veux en arriver à ce qui, pour moi, est une césure qui va venir justement concurrencer ce modèle hippocratique ou galénique et toutes ces hypothèses farfelues des humeurs, des humidités, etc. Je pars à nouveau de Poulain parce que en fait Poulain, il a été à la Sorbonne, il était un élève brillant et il a été dégoûté de la philosophie scolastique et il s'est converti au cartésianisme, nous explique-t-il. Et regardez ce qu'il dit de ce qui se passe à l'université à cette époque. On ne leur dit pas un mot des sexes. On suppose qu'ils les connaissent assez. Bien loin d'en examiner la capacité et la différence véritable et naturelle, ce qui est un point des plus curieux, et peut-être aussi des plus importants de la physique et de la morale. On pourrait penser néanmoins qu'encore qu'ils s'instruisent si mal, leurs principes suffisent peut-être pour découvrir lequel des deux sexes a naturellement quelque avantage sur l'autre. Mais cette pensée ne peut venir qu'à ceux ou qui ne les connaissent pas, ou qui en sont prévenus. La connaissance de nous-mêmes est absolument nécessaire pour bien traiter cette question, et particulièrement la connaissance du corps, qui est l'organe des sciences. Donc, ce que dit Poulain, il dit qu'on peut faire de grandes études de philosophie à la Sorbonne, et on en ressort, on ne sait rien sur le sexe, sur la différence des sexes, on n'a que des préjugés à l'entrée comme à la sortie. Donc il y a un problème qui est un problème, là à nouveau, vous voyez, scolaire, de culture savante, et en fait, les scolastiques, ce sont des gens qui connaissent pas trop les femmes, en fait. Ils en voient souvent de loin, quoi. Quand vous êtes au Moyen-Âge, c'est sûr, le quartier latin, c'est le quartier des clercs, voilà, on est entre hommes, on est bien, on est tranquille. Ensuite, au moment où le savoir, et il y a des laïcs qui ont commencé à vouloir s'intéresser au savoir, et ce n'était plus simplement des moines, des prêtres qui traînaient au quartier latin, ça a donné la querelle du mariage, des grandes problématiques. Est-ce qu'on peut continuer à penser quand on a une femme à côté qui évidemment est une mégère avec un rouleau à pâtisserie tout près pour vous taper dessus. Donc cette querelle du mariage, elle est liée à la laïcisation du savoir, etc. Mais enfin, globalement, les professeurs sont des hommes, les élèves sont des hommes, et on reste dans un monde très, très unisexe pour le coup. Donc on ne sait rien des sexes, on n'apprend rien des sexes à l'université. Et c'est là qu'apparaît, j'ai choisi exprès un portrait hyper glamour, le plus glamour possible de Descartes, parce qu'il y en a où il est moins... Voilà, juste pour... c'est malhonnête, hein, je sais, c'est complètement malhonnête. Hein, on n'est même pas sûr que ce soit lui. Hein, oui, chut Et puis, voilà, au contraire, en noir et blanc et tout moche, Hippocrate et Galien. Donc... Là, ce que je vais appeler en toute modestie la révolution psychophysiologique cartésienne. Il me semble en effet que
Descartes, il ne faut pas oublier qu'il a fait énormément de médecine, qui commence par s'intéresser à l'homme, qui fait beaucoup de physiologie, et que du coup, il va s'intéresser forcément à la question des sexes. Et je n'ai pas le temps de détailler, j'ai écrit tout un bouquin là-dessus, mais l'important c'est ça. L'important c'est ça. C'est que, en fait, Descartes, progressivement, quand on voit ses manuscrits médicaux, on voit qu'il renonce progressivement, les manuscrits sont rayés, et il va renoncer progressivement aux hypothèses antiques sur la distinction sexuelle dans le fœtus, notamment, et il va renoncer en même temps aux humeurs. Et ça, c'est très important parce qu'on voit dans les manuscrits médicaux de Descartes que petit à petit, finalement, le seul composé de tout le corps, c'est le sang. Alors il y a des parties très fines qu'il appelle les esprits animaux, des parties plus grossières, ça s'agrège et ça forme les organes, mais finalement, en unifiant l'explication du corps autour du seul sang, eh bien on désexualise le corps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des humeurs qui se baladent un peu partout et qui sont soit féminines, soit masculines. Vous voyez? Et ça ramène la description du corps à quelque chose de beaucoup plus asexué, le sang. Les hommes et les femmes ont du sang, et c'est ce sang qui constitue leurs différents organes et qui font physiologiquement fonctionner leur corps. Donc, à partir de là, moi je vois chez Descartes la fondation, à même la physiologie, de ce que j'appelle un féminisme philosophique. Et ce qui me conforte là-dedans, c'est donc Poulain de la Barre. C'est-à-dire que Poulain de la Barre, c'est un cartésien qui dit la conséquence logique de Descartes, c'est l'égalité des sexes. C'est la défense des femmes. Et il démontre ça en plusieurs points, j'en rappelle deux ici rapidement. D'abord, comme vous le savez, Descartes, c'est quand même quelqu'un qui, de par la distinction qu'il fait entre substance pensante et substance matérielle, substance étendue, en fait que on ne pense pas tout le temps avec son corps, d'accord? D'où la formule la plus connue de Poulain de la Barre, l'esprit n'a point de sexe, c'est-à-dire je ne pense pas avec mon corps. Et deuxième élément intéressant chez Descartes, c'est la relative asexuation du corps, qui est accentuée par Poulain. Alors ça, c'est peut-être un point que vous voudrez discuter, j'en sais rien. C'est-à-dire que lui, il considère que finalement, la différence entre les hommes et les femmes, c'est les organes génitaux, point barre. C'est rien d'autre. Et donc, dit Poulain, ça se réduit à très très peu de choses. Dès lors, toutes les hypothèses selon lesquelles, on est un peu débordé par notre sexe et on pense par rapport à notre sexe, que l'on pense par la seule pensée ou que l'on pense avec l'aide de la sensation et de l'imagination, c'est-à-dire avec le corps, et bien dans les deux cas, ça ne produit pas des pensées extrêmement sexuées et des pensées différentes selon qu'on est homme ou femme. Donc, comprenez-moi bien, je ne dis pas que Descartes est féministe. D'accord? Il n'y a pas de défense des femmes chez Descartes. Quoique, en réalité, il y a plusieurs lettres de Descartes où il explique qu'il veut que les femmes comprennent ses ouvrages, il correspond avec beaucoup de savantes. Lui, il est dans la mixité totale, mais c'est un impensé, c'est pas quelque chose qui théorise. Vous voyez? Pour lui, il y a des grands esprits, des petits esprits, et on dialogue avec les grands esprits. Je vais vous donner évidemment l'exemple dont Denis a parlé tout à l'heure dans un instant. Mais vous voyez, j'ai pas retenu l'expression de Poulain de la Barre, l'esprit n'a point de sexe, mais j'en ai retenu une autre qui est ne pas porter trop loin la différence des sexes. On est dans cette logique-là. Il y a d'autres types de féminisme, mais lui, le féminisme de Poulain, c'est un féminisme qui dit, en fait, il ne faut pas porter trop loin la différence des sexes parce que ça s'accompagne tellement de social, de préjugés sociaux, qu'on ne peut plus rien comprendre. Vous voyez là dans l'extrait, il cite l'honnête, le déshonnête. Alors les femmes, leur sexe est sale parce qu'elles ont des règles. Enfin, on va rentrer dans des choses qui sont des représentations sociales sur les sexes et sur la différence sexuelle qui nous empêchent de bien raisonner. Donc, selon Poulain, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas porter trop loin la différence des sexes. Mais voilà l'exemple que je voulais vous donner. C'est celle des
des rapports intellectuels entre Descartes et Élisabeth de Bohème. Élisabeth de Bohème, qui est une très très grande savante de l'époque de Descartes, et qui a lu donc les méditations métaphysiques, et qui écrit à Descartes en lui disant « Écoutez, moi j'ai pas très bien compris à la fois la distinction et l'union entre l'âme et le corps, est-ce que vous pouvez me réexpliquer un petit peu tout cela ?» 1643, elle lui écrit comme ça, et elle lui pose des questions dont la pertinence est telle, c'est la meilleure objectrice. C'est la meilleure objectrice. Il a proposé des... Vous savez, les méditations métaphysiques, c'est un livre qu'il a envoyé à différentes personnes sous la forme manuscrite pour qu'ils lui présentent ses objections et pour qu'ils répondent à ces objections. Méditation, objection, réponse. Dans les objecteurs, il n'y a que des hommes, mais finalement, celle qui lui fait les objections les plus pertinentes, et ils vont en parler pendant 7 ans jusqu'à la mort de Descartes, ils ont continué à correspondre pendant 7 ans, c'est Élisabeth de Bohème. Alors ça, c'est un tableau complètement fictif, tardif, 1700, je ne sais plus trop quoi, et c'est une scène fictive parce que vous avez tout un tas de savants de l'époque qui n'ont jamais été réunis dans la même pièce, et notamment, vous avez à la fois Élisabeth de Bohème et Christine de Suède, puisque Descartes a terminé sa vie à la cour de Christine de Suède. Et moi j'aime beaucoup ce tableau, pourquoi? Parce qu'au premier plan, vous avez Descartes et 2 femmes. Les seuls 3 personnages qui sont à une table et qui sont en train de discuter sérieusement, on le voit puisqu'il y a à la fois des papiers et des globes terrestres, c'est le signe que c'est savant et sérieux, et bien c'est Descartes et Christine de Suède et Élisabeth de Bohème. Et à l'époque, le cartésianisme est souvent, les aristotéliciens, quand ils veulent se moquer de Descartes, ils disent « c'est une philosophie pour les dames », avec beaucoup de mépris. Or, Descartes, il a quand même dédié les principes de la philosophie à Élisabeth de Bohème. Regardez cet hommage, je remarque presque en tous les savants que ceux qui conçoivent aisément les choses qui appartiennent aux mathématiques ne sont nullement propres à entendre celles qui se rapportent à la métaphysique, et au contraire que ceux à qui celles-ci sont aisées ne peuvent comprendre les autres, en sorte que je puis dire avec vérité que je n'ai jamais rencontré que le seul esprit de votre Altesse, auquel l'un et l'autre fut également facile, et que par conséquent j'ai juste raison de l'estimer incomparable. Finalement, Élisabeth de Bohème, ça a été son interlocutrice philosophique la plus constante. Ils ont discuté de beaucoup de sujets différents dans leur correspondance. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'Élisabeth de Bohème, c'est une philosophe. C'est une philosophe. Alors, les philosophes du XVIIe siècle, le problème, c'est qu'elles ne font pas des grands traités, elles publient peu, il faut aller regarder les manuscrits. Il y a des milliers de lettres d'Élisabeth de Bohème. Elle a fondé des académies, elle a fondé des écoles philosophiques, elle correspond avec tous les savants, il y a énormément de savants qui lui dédient des bouquins, il n'y a pas que Descartes. Elle a fait des observations sur la Lune, elle a résolu des problèmes mathématiques irrésolus depuis l'Antiquité, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais rien publié du tout. Je vous ai donné 2 exemples de textes qui montrent que Élisabeth de Bohème n'est pas une cartésienne. J'allais dire c'est une bohémienne, mais ça peut pas. Elle a sa propre pensée, elle est philosophe, et ce qui m'intéresse ici, c'est pour ça que j'ai rappelé la définition de Furetière des vapeurs. Les femmes sont sujettes aux vapeurs, ce qui est une manière élégante à l'époque de parler des menstrues des femmes. Et bien, plusieurs fois dans la correspondance avec Descartes, Élisabeth lui parle de ses règles. Voilà, tout simplement, parce que le corps féminin, c'est aussi ça. Et je trouve ça intéressant. Descartes, il est en train d'écrire les passions de l'âme, donc les rapports vraiment entre la manière dont le corps peut importuner l'âme, etc. Et Élisabeth de Bohème, elle traite, c'est le premier extrait aussi, des cas où l'âme importune le corps, le décalage entre ce que nous dit la raison et ce que le corps ressent qui reste malade pour des douleurs ou des événements traumatiques précédents. Donc elle a, si vous voulez, une philosophie de son corps propre, qui est un corps sexué, qui est tout à fait original et qui me paraît tout à fait digne d'attention. Donc c'est pour ça que j'ai mis importance de la mixité pour bien penser, et mon exemple c'est l'union de l'âme et du corps, parce que là on a quelque chose qui est original et qui n'est pas du tout cartésien. Donc
En réalité, il y a un moment cartésien. Il y a un moment cartésien, il se passe quelque chose. Descartes propose un autre modèle psychophysiologique que celui des anciens. Il y a des gens qui le lisent de cette manière-là, comme Poulain, mais il y a d'autres grands cartésiens, d'autres philosophes très influencés par Descartes, qui vont en faire une lecture différente. Et c'est là que je prends ce texte de Nicolas Malebranche. Et pour vous montrer qu'il a été décisif dans la manière dont on parle des femmes au XVIIIe, ensuite le XVIIIe siècle constituant un recul dans l'histoire du féminisme qui va s'accentuer au XIXe siècle. Il ne faut pas oublier que l'histoire du féminisme, ce n'est pas du tout linéaire et progressif. Hein. C'est aux femmes à décider des modes, à juger de la langue, à discerner le bon air et les belles manières. Elles ont plus de science, d'habileté, de finesse que les hommes sur ces choses. Tout ce qui dépend du goût et de leur ressort. Mais pour l'ordinaire, elles sont incapables de pénétrer les vérités un peu difficiles à découvrir. Tout ce qui est abstrait leur est incompréhensible. Elles ne considèrent que l'écorce des choses. Les esprits animaux ont quelquefois une telle proportion avec les fibres du cerveau qu'il se trouve des femmes qui ont plus de solidité d'esprit que quelques hommes. C'est dans un certain tempérament de la grosseur et de l'agitation des esprits animaux avec les fibres du cerveau que consiste la force de l'esprit. Et les femmes, quelquefois, ont ce juste tempérament. Il y a des femmes fortes et constantes. Il y a des hommes faibles et inconstants. Il y a des femmes savantes, des femmes courageuses, des femmes capables de tout. Et il se trouve au contraire des hommes mous et efféminés, incapables de rien pénétrer et de rien exécuter. C'est génial. Voilà, bon, quand vous n'êtes pas vraiment un homme, ben vous êtes une femme, quoi, vous êtes efféminé. Donc, ce texte, il est intéressant parce que, vous voyez, on retrouve le vocabulaire, mais je ne sais pas si vous êtes sensible. Il y a le vocabulaire cartésien, les esprits animaux, le cerveau, etc. Mais on retrouve aussi des notions anciennes, le tempérament. Hein, vous voyez, donc il y a un recul par rapport au modèle cartésien. Il concède qu'il y a des femmes savantes, ouf, mais c'est quand même de l'ordre, on revient à l'exception. Hein. Il y a quelques femmes illustres, et le coup de poignard final, c'est quand même que quand les hommes ne sont pas intelligents, c'est que ce sont des femmes, quoi. Mais quand même, il y a ce thème de l'efféminé. Et le thème de l'efféminé, c'est très important au XVIIe. Moi, dans tous les textes que j'ai étudiés, qu'ils soient du côté de la médecine ou du côté de la philosophie, c'est par ça que je veux terminer. Donc là, on a une fluidité de genre sexiste, et puis on a aussi la fluidité de genre telle que la présente Poulain de la Barre, et ce concept que j'ai inventé, comme ça, de manière totalement prétentieuse, qui est le concept d'efféminage. Lorsqu'on veut blâmer un homme avec moquerie, comme ayant peu de courage, de résolution et de fermeté, on l'appelle efféminé, comme si on voulait dire qu'il est aussi lâche et aussi mou qu'une femme. Au contraire, pour louer une femme qui n'est pas du commun à cause de son courage, de sa force ou de son esprit, on dit que c'est un homme. Ces expressions si avantageuses aux hommes ne contribuent pas peu à entretenir la haute idée qu'on a d'eux, faute de savoir qu'elles ne sont que vraisemblables, et que leur vérité suppose indifféremment la nature ou la coutume, et qu'ainsi elles sont purement contingentes et arbitraires. La vertu, la douceur et l'honnêteté étant si particulières aux femmes, si leur sexe n'avait pas été si peu considéré, lorsqu'on aurait voulu signifier avec éloge qu'un homme a ses qualités en un degré éminent, on aurait dit « c'est une femme » s'il avait plu aux hommes d'établir cet usage dans le discours. Et Poulain conclut, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis, la suite, sans doute manque de place, il en conclut qu'il faut que le terme d'efféminé devienne positif. C'est son programme. On aura réussi l'égalité des sexes le jour où quand on vous dira tu es à un homme, on lui dira tu es efféminé, ce sera un compliment. Donc je conclus en vous proposant les éléments suivants. Je pense que si on pense la mixité de ceux qui philosophent et qu'on pense d'autres manières de réfléchir au sexe en philosophie, ça peut donner les choses suivantes. D'abord, ça peut nous inciter à refuser les hiérarchies entre disciplines et thématiques philosophiques.
Je vous explique ce que je veux dire par là. Moi, toutes les femmes philosophes que j'étudie, c'est des femmes qui s'intéressent à la philosophie morale, à la philosophie de l'éducation, c'est-à-dire à des sous-genres de la philosophie qui sont souvent méprisés. La métaphysique, c'est beaucoup plus sérieux. Ça, c'est viril, ça, c'est Dieu, l'être. Et c'est vrai que souvent, les femmes modernes, pas toujours, hein, mais souvent, elles s'intéressent à des choses qui sont de l'ordre du social, du moral, etc. Donc, introduire de la mixité dans les acteurs de la philosophie, c'est aussi une manière pour nous de repenser la philosophie dans toutes ses sous-disciplines et tous ses domaines. Premier élément qui me paraît intéressant si on pense une mixité philosophique. Deuxième élément que je voulais souligner pour terminer, en philo, on ne pense quasiment que par monographie. On est une discipline dans laquelle il y a Descartes, il y a Kant, il y a machin, il y a bidule. Et c'est eux qui écrivent leurs textes, c'est eux qui sont responsables de ce qu'ils disent. Sauf qu'en fait, ça, c'est pas tout à fait vrai. La philosophie, c'est des collectifs, c'est des échanges d'idées. Si on commence à se saisir d'un problème, c'est parce qu'il est pendant, il est important à l'époque. Et donc, si vous voulez, dès qu'on a une vision un peu plus historique, contextualiste de la philosophie, on se rend compte que ce sont des réseaux, que les philosophes pensent en réseau, et que tous les réseaux sont mixtes. Et notamment à l'époque moderne, les réseaux philosophiques sont mixtes. Il y a des femmes qui écrivent à Galilée, il y a des femmes qui écrivent à Descartes, etc. etc. Bon. Troisième élément que je voulais mettre en valeur, si on redécouvre les textes de femmes philosophes, j'ai pas eu le temps de le lire, les deux extraits d'Élisabeth de Bohème, j'ai pas eu le temps de les lire, mais ils sont significatifs de ça. Ça nous permet aussi de nous enrichir philosophiquement d'expériences de vie qui ne sont pas majoritaires, c'est-à-dire les expériences de vie de femmes, tout simplement. Et ça me paraît très important parce que, comme je le disais en intro, faire de la philosophie, c'est quand même réfléchir à l'être humain dans sa globalité. Quatrième point, quand on parle autrement des sexes, quand on découvre qu'il y a des femmes qui font de la philosophie, eh bien on enrichit notre patrimoine avec un matrimoine. Bon, je suis tout à fait partisane de cette notion de matrimoine. Elle est encore un peu discutée, mais ça va venir, hein. Comme pour tout. On est tellement frileux en France qu'on est beaucoup plus lent que dans d'autres pays pour ce genre de choses. Il y a un matrimoine philosophique et il enrichit le patrimoine philosophique. Voilà, tout simplement, tout bêtement. Et enfin, dernier point que je voulais soumettre à votre propre réflexion, c'est le fait que, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi j'ai eu envie de vous présenter un petit peu très rapidement le XVIIe siècle dans le domaine du masculin et du féminin qui est la thématique de cette année de vos rencontres, c'est parce qu'il faut quand même être très sensible au fait que l'histoire du féminisme n'est pas du tout linéaire. Pas du tout. Bon, là, évidemment, je ne vais pas faire référence à l'actualité américaine, mais elle est présente dans tous les esprits. Et donc, il faut voir que en fait, le XVIIe siècle, c'est vraiment un siècle crucial dans le recul de la reconnaissance des savoirs féminins. Et à cet égard, il faut toujours avoir une lecture historique des sauts et des ressacs du féminisme, des backlash, etc., qui animent cette histoire du féminisme. Je vous remercie.